Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix de Singapour, le premier Grand Prix depuis longtemps qui n'a pas été remporté par une Red Bull. Et oui, c'est un peu un tremblement de terre, même si on commençait à le voir venir depuis quelques courses que les adversaires se rapprochaient une chouille, mais vraiment une chouille. C'est surtout que là, Red Bull s'est un petit peu planté dans son travail à l'usine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief du cyclisme notamment. En ce moment, la Formule 1, quand je peux le regarder en direct, peut-être pour le Grand Prix de Suzuka, indice en bas de l'écran. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Eh bien, un week-end avec une nouvelle hiérarchie pour la gagne. Derrière aussi, mais ça c'était plus habituel, on en avait parlé plusieurs fois, c'est vrai que la hiérarchie d'une course à l'autre est assez différente. Là on a vu que Red Bull n'était pas dans le coup et que Mercedes et Ferrari pouvaient se battre pour la victoire avec encore Norris comme adversaire numéro 1, j'ai envie de dire la McLaren qui a encore été très performante avec une nouvelle spécification de la McLaren pour les circuits techniques. On travaille bien à l'usine du côté de McLaren. Et c'est là où on peut voir sur ce Grand Prix quand même une corrélation entre les équipes qui travaillent bien à l'usine et les équipes qui ne travaillent pas top. Ou les équipes qui se sont plantées. On s'aperçoit quand même que McLaren, qui a fait une nouvelle spécification de sa voiture, eh bien ça a marché avec Lando Norris et ça montre qu'on a bien travaillé pendant tout le week-end, malgré le fait que Piastri s'est raté en qualification, mais s'est raté en qualification à cause du crash de Lance Stroll. Autre équipe qui a bien bossé à l'usine, Ferrari, Mercedes aussi, ils ont bien progressé pendant le week-end. Équipe qui s'est plantée, c'est Red Bull, mais il le disait dès samedi soir et dimanche matin encore plus. En fait, on s'est planté sur le simulateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé qu'il y aurait autant de boss sur le circuit, ce qui fait que, on avait anticipé qu'il y aurait plus de boss sur le circuit, donc on a roulé extrêmement haut au niveau de la garde au sol. Forcément, ça perturbe le fonctionnement de la voiture, alors qu'on aurait pu rouler beaucoup plus bas. Sauf que quand on a décidé de modifier les réglages et de rouler beaucoup plus bas, c'était juste avant les qualifications, donc on n'a pas adapté les réglages avec ces nouveaux tarages de suspension, et c'est ce qui a fait la différence par rapport aux équipes qui, elles, avaient prévu le coup auparavant. On voit parmi les équipes qui bossent pas bien, Alfa Romeo, je dirais, ça a été un Grand Prix compliqué. Aston Martin aussi, et c'est ce qui montre qu'il y a encore du boulot à faire pour progresser dans la hiérarchie pour Aston Martin. Et puis Alpine, c'est encore mi-figue, mi-raisin. Mais c'était un week-end qui était intéressant, surtout que c'était une course assez tactique quand même sur la fin. Certes, on a eu un safety car, mais qui n'a pas eu tant d'importance que ça. Et c'est surtout les différentes stratégies entre ceux qui étaient partis un pneu dur, ceux qui étaient partis plutôt en médium. Ça a eu des grandes évolutions. En fait, le safety car a juste coûté la course de Charles Leclerc, qui s'est arrêté et qui a dû laisser passer ses petits copains. Mais sinon, ça n'a pas eu énormément d'incidence sur la course, ce qui est assez rare, parce qu'à Singapour, c'est vrai que le safety car a souvent de l'incidence, mais on est tellement habitué à avoir des safety cars à Singapour que les stratèges s'adaptent. Et dès le début du week-end, ils prévoient en fait des stratégies avec safety car, contrairement à d'autres circuits. Je crois que nous avons dit beaucoup de choses. On passe à la note du Grand Prix. Moi, j'ai décidé de mettre 14 sur 20. C'était une belle course tactique, parce qu'il y avait vraiment ce travail de stratégie, ces belles remontées en fin de course. J'aurais aimé un peu plus de dépassement. Je pensais que le fait d'enlever quelques virages sur ce circuit, de rajouter une ligne droite, allait aider dans les dépassements, et en fait, pas vraiment. On n'a pas eu beaucoup plus de dépassements que d'habitude à Singapour ces dernières années. Par contre, ça a rendu le circuit moins physique et moins exigeant pour les pneus. Je pense que certaines années, on allait un peu loin physiquement à Singapour. C'était très compliqué pour les pilotes. Donc là, c'était un peu moins le cas. Ça permet aux pilotes de respirer, mais pas forcément de dépasser. Par contre, c'est peut-être ce qui nous a donné le fait d'avoir enlevé ces virages, une fin de course plus intéressante que d'habitude.
Enfin, plus que d'habitude. Ça dépend des années du côté de Singapour, là encore. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, on regarde Alpine. Mi-figue, mi-raisin du côté d'Alpine. Je fais un bilan global, parce que en fait, mi-figue, mi-raisin, ça a été un peu le cas pendant tout le week-end. On avait l'impression qu'Esteban Ocon était plus à l'aise que Gasly, et Gasly était un peu en difficulté ce week-end par rapport à son équipier, peut-être un peu plus que d'habitude ces derniers temps. L'écart entre les deux était un peu plus important. Donc, ce qui fait que en qualif, Pierre a réussi pas à rentrer en Q3. Et là, tu te dis forcément à Singapour, ça peut être problématique de ne pas rentrer en Q3 directement. Sauf que l'avantage de Pierre, c'est qu'il fait un bon début de course et qu'il gagne des positions très vite. Souvent, c'est un peu l'inverse qui se produit avec Pierre, mais là, il a été agressif et il a vraiment fait des beaux dépassements. Ocon aussi, qui arrive à faire sauter le bouchon As assez vite et qui se retrouve à avoir un petit peu d'avance. Le problème, c'est qu'on se retrouve de nouveau avec un problème récurrent du côté d'Alpine, la fiabilité, avec l'abandon d'Esteban Ocon pour problème de boîte de vitesse, et où tu pouvais faire 2 places dans le top 10 et amener beaucoup de points à ta formation, eh bien, tu n'as qu'une voiture à l'arrivée, et là, ça te coûte des gros points. Ça te coûte des gros points forcément, alors que Pierre et Esteban faisaient une belle course. Bon voilà, tu prends les 8 points de la 6ème place, mais tu pouvais faire 8 et 6, ce qui te faisait quand même 14 points, donc ce qui limitait la casse par rapport à McLaren, qui en marquait 18 et à ce moment-là 4, donc qui en marquait 22, mais le problème c'est que comme tu as encore ce problème mécanique, ça ne t'arrange pas, et quand on voit la saison quand même d'Esteban Ocon, c'est compliqué quoi, le nombre d'abandons d'Esteban, on est au 15e Grand Prix je crois de la saison, 15e Grand Prix voilà, de la saison. Esteban, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 abandons. 6 abandons en 15 courses. C'est-à-dire un Grand Prix sur 3, il ne l'a pas fini. Quand tu regardes qu'en plus de ces résultats-là, il y en a 2 qui sont en dehors des points, ça fait beaucoup trop. Et Pierre Gasly, il y a 1, 2, 3 abandons également. Donc c'est-à-dire qu'en 30 courses, tu as abandonné 10 fois. C'est-à-dire il y a un Grand Prix sur 3 où une Alpine abandonne. Enfin, une course sur 3, Alpine abandonne. C'est terrible. C'est quand même terrible d'avoir cette statistique-là. 30% d'abandon, il n'y a aucune équipe qui arrive à ce niveau-là de contre-performance dû à des problèmes mécaniques, pour la plupart. Si tu rajoutes à ça un moteur qui est peu performant, un châssis qui n'a pas été forcément très bien optimisé en début de saison, un travail à l'usine qui n'est pas parfait, en fait, j'ai l'impression, encore une fois, je vais me répéter, que depuis 2019, avec Cyril Abiteboul, on n'a pas évolué. Cette équipe n'a pas progressé. Ça fait depuis 5 ans, 4-5 ans, que cette équipe n'a pas progressé. Elle reste au même niveau de performance, c'est-à-dire c'est une équipe qui est capable de prendre 1, 2, 3 podiums dans la saison, mais qui n'est pas capable de jouer le podium à la régulière, qui est toujours distancée par les top teams. Et le problème, c'est que maintenant, tu as Aston Martin qui remonte, tu as McLaren aussi qui ne fait pas une mauvaise saison, et forcément, tu régresses dans la hiérarchie. Et il faudra faire attention si Williams n'arrive pas à progresser également, parce que tu pourrais descendre, et au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un intérêt pour un constructeur généraliste comme Renault d'avoir une équipe qui soit 7e ou 8e du championnat du monde des constructeurs et qui n'ait pas la possibilité de jouer la gagne? Je ne crois pas. Donc c'est là où il va falloir se poser les questions du côté d'Alpine, il va falloir mieux travailler, mais je pense qu'il faut taper du poing sur la table. Alors ça va être le travail de Bruno Famin, du côté de cette formation, de réorganiser l'équipe, pour que dans les années à venir, on arrive à être performant. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'instabilité, mais c'est parce qu'on a aussi du mal à avoir les résultats. Et je pense que ce qui a fait beaucoup de mal à Alpine, c'est le départ de Cyril Abiteboul, qui avait amené cette stabilité au niveau des résultats et qui avait un plan intéressant sur le long terme. Même contrairement à ce que dit le patron de Williams, qui dit les plans sur le long terme, c'est pas intéressant.
Ça a quand même un peu d'intérêt, je trouve. Et là, du côté de Cyril Abiteboul, le plan était en place. Alors, ça aurait peut-être pris 1 an, 2 ans de retard, mais je pense que cette année, on aurait peut-être pu enfin jouer les podiums. Et c'est pas le cas. Et à la régulière, jouer les podiums à la régulière, et c'est pas le cas. Et on voit qu'au niveau du championnat, maintenant on est 6e parce que Aston a mieux travaillé que vous. Donc il va falloir progresser. Le fait aussi qu'au niveau moteur, il n'est qu'une équipe à fournir, ça limite l'acquisition des données. Ça, c'est peut-être aussi un problème. Il va peut-être falloir essayer d'aller chercher une autre équipe, d'apporter ses moteurs à une autre équipe. Mais là encore, c'est compliqué. Aston Martin est maintenant lié avec Honda dans les années à venir. Red Bull, c'est avec Ford. Sauber avec Audi. Il te reste McLaren. On va voir ce que va tenter McLaren. Je pense que pour l'instant, ils veulent aussi un peu de stabilité, donc il y a chez Mercedes. Williams, à part si Renault a apporté beaucoup d'argent, je pense qu'ils veulent rester chez Mercedes. Alors, il y a l'équipe Andretti. On va voir si le projet va se faire rapidement, parce qu'il va falloir aller au tribunal, certainement. Les équipes, sauf Alpine, quasiment, ne veulent pas d'une équipe en plus, parce que ça veut dire partager le gâteau de manière plus importante. Après, pour Renault, ça serait important d'avoir des données supplémentaires avec des moteurs Renault en plus, puisqu'on sait que si Andretti arrive en Formule 1, ça sera avec un moteur Renault à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, il y avait aussi peut-être la possibilité que Andretti rachète Alpine, rachète l'équipe F1 d'Alpine, qui est une association entre les deux, et que ça permette à Renault, on va dire, un peu de se désengager de la Formule 1 une nouvelle fois, parce que les résultats n'auraient pas été obtenus. On va voir ce qui va se passer dans le futur pour Alpine, mais c'est quand même pas très rassurant, toutes ces rumeurs-là. On regarde tout de suite les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, bien entendu, le vainqueur du jour, Carlos Sainz. Il a été très solide mentalement, parce que le rythme en course de la Ferrari est moins bon que son rythme de qualif, parce qu'elle a tendance à un peu taper dans les pneus, et ça c'est depuis le début de saison. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident, surtout que Charles Leclerc lui a pas rendu la tâche si facile que ça. Parce que pendant tout le premier relais, Charles Leclerc restait quand même à une distance très restreinte de Carlos Sainz, et je suis pas sûr que ça faisait plaisir à tout le monde chez Ferrari, qui aurait voulu que Charles Leclerc fasse un peu plus auto-tamponneuse, je pense, devant les adversaires de Carlos Sainz. Après, peut-être aussi que s'il avait roulé plus lentement, il se serait fait dépasser. Donc, il y avait aussi un juste milieu à trouver. Et c'était peut-être le juste milieu pour Charles Leclerc, mais Sainz est un petit peu en difficulté. Derrière, très bonne stratégie au niveau de la stand sous safety car. Il fallait le faire. Il l'a très bien fait. Ça a très bien été exécuté par Ferrari aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, en fin de course, il fallait résister, mais il a plutôt très très bien résisté, avec, on va dire, la stratégie de je roule lentement et j'essaie de bloquer mes adversaires. En même temps, il avait déjà bien travaillé là-dessus, avec Pierre Gasly notamment, ou d'autres pilotes. Donc, il fait mal à Leclerc ce week-end, Carlos Sainz, parce que c'est lui qui apporte la victoire de l'équipe, parce que ça fait depuis quelques Grands Prix où il a des meilleurs résultats que Charles Leclerc. Et forcément, on va commencer à avoir des doutes. Surtout que, encore une fois, la première saison de Carlos Sainz chez Ferrari avait été très satisfaisante. L'année dernière, c'était moins le cas, et son début de saison cette année, il était moins bien que Charles. Mais là, il faut le dire que comment la voiture a évolué, ça convient mieux à Carlos Sainz qu'à Charles Leclerc pour le moment. Et c'est une belle victoire pour Carlos, qui l'attendait depuis quelque temps quand même, cette victoire. Ça fait plaisir pour le pilote espagnol, ça fait plaisir aussi pour Fred Vasseur. Premier podium à soulever le champagne chez Ferrari. Malgré tout, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Singapour est un circuit atypique. Singapour était moins exigeant cette année que les années précédentes. Donc c'est vrai que la voiture, avec l'usure des pneus, ça s'est plutôt bien adapté, le fait que le circuit soit un peu moins difficile au niveau des pneus. Malgré tout, du côté de Ferrari, le rythme course était moins bon que le rythme qualif. Et puis, on voit sur la fin quand même que Red Bull remonte fort. Donc,
Voilà, c'est des points importants parce que c'est vrai que pour l'équipe c'est intéressant. Même si on a un peu sacrifié la course de Leclerc, on a la victoire au bout. On a réussi à contrer Mercedes, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer cette Ferrari et surtout faire une très bonne voiture l'année prochaine. C'est l'objectif de faire une voiture qui soit beaucoup plus au contact de Red Bull que cette année. Ça, c'est clair et net. Deuxième pilote au top, Liam Lawson. Liam Lawson, point marqué au bout de 3 grands prix. C'est jamais facile d'arriver en cours de saison, ce qui a été le cas de Liam Lawson, d'arriver de manière presque impromptue. Donc ça déjà il faut saluer qu'il soit dans le rythme de Tsunoda tout de suite, parce que c'est pas évident. Encore une fois, il a moins de temps de roulage que son équipier. Son équipier est dans la voiture depuis le début de saison. Lui, il n'était pas dans la voiture depuis le début de saison. Alors il a fait du simulateur, mais bon, le simulateur, c'est pas totalement la réalité. Et je ne sais pas si le simulateur AlphaTauri est aussi performant que le simulateur Red Bull ou le simulateur Ferrari ou Mercedes. Surtout du côté de Liam Lawson, on a dû préparer un autre championnat cette année. C'est-à-dire que lui, il s'était mis dans la tête, je fais de la Super Formula, je fais pas de la Formule 1. En moins de 3 mois, il faut quand même se dire, Liam Lawson, il se fait percuter par tous ses adversaires sur une course au Japon. Il fait des Grands Prix de Formule 1 et il marque ses premiers points à Singapour. C'est quand même assez sensationnel sur Liam Lawson. Et surtout, marquer des points à Singapour, qui est quand même un circuit où la F2 et la F3 n'y vont pas. Donc c'est-à-dire qu'il était complètement néophyte sur cette piste. C'est pas comme Nyck de Vries l'année dernière à Monza. Là, on est vraiment sur une piste qui était inconnue pour Liam Lawson. Il n'avait jamais mis les pieds à Singapour. Et là, c'est là où on voit l'excellent travail qu'a réalisé le pilote AlphaTauri. Le problème aujourd'hui chez Red Bull, c'est qu'on a 5 pilotes pour 4 places. Forcément, il y aura un déçu. L'erreur pour moi, c'est d'avoir donné un contrat trop rapidement à Ricciardo, parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui le niveau réel de Ricciardo. On voit quand même que Tsunoda, qu'on encensait en début de saison, Tsunoda était encensé par les suiveurs, c'est moins le cas aujourd'hui. Ça fait quand même 2 courses où il abandonne. Alors c'est pas de sa faute dans les 2 cas, mais ça fait peu de temps de roulage et peu de capacité de montrer ce qu'il sait faire au volant. Et quand on est un petit peu sur la sellette ou en ballottage défavorable, c'est bien de montrer ce qu'on sait faire. Et du côté de Liam Lawson, lui, il a montré en très peu de temps ce qu'il savait faire. Pour moi, c'est pas non plus une grande surprise. Liam Lawson, en fait, je pense que c'est un pilote qui n'a pas été assez soutenu au départ par Red Bull. Je pense que Red Bull croyait moyennement en lui au tout départ. Même s'il était dans la filière, il ne croyait pas totalement en lui. Et sa saison de F3, je rappelle qu'il est en F3 avec Pourchaire à l'époque, il a énormément de problèmes mécaniques. Puisque c'est une époque où le moteur Mecachrome n'était pas fiable du tout. Et il arrive quand même à faire des courses fantastiques. Je me souviens encore une fois de cette manche au Mugello, où il gagne avec une énorme avance. Alors que pourtant, il se retrouve en F3, une année qui était compliquée, sous Covid. Donc ça, c'était pas forcément évident. Derrière, en F2, il a fait aussi des courses comme ça, où quand il était devant, il avait un super rythme et il faisait des très bons résultats. Sauf que l'année dernière, on a plutôt favorisé De Vries à Liam Lawson. Ça, je pense que c'était une erreur. C'était une erreur de la part de Red Bull, de ne pas sentir le talent qu'avait Liam Lawson. Et puis là, il est parti au Japon, ce qui est jamais évident. Alors, on sait que chez Red Bull, vous avez des possibilités de partir au Japon. Pierre Gasly l'avait fait. C'est maintenant une filière, on va dire la suite presque de la filière Red Bull. Mais du côté de Lawson, on avait un peu des doutes sur... on a vu quand même des pilotes vraiment se casser les dents au Japon. Je crois que c'était Yuri Vips qui était parti en Super Formula et ça avait été très compliqué pour lui. Donc et d'autres pilotes français notamment se sont cassés les dents en Super Formula. Et là, il a quand même eu quelques résultats. Et puis après, derrière, ses courses en Formule 1 où il est très bon et encore une fois en étant arrivé au dernier moment. Donc non, chapeau Liam Lawson. Moi, je le mettrais chez AlphaTauri, parce que pour moi, AlphaTauri a pour vocation à favoriser les jeunes pilotes de la filière Red Bull.
Et que pour moi, cette filière-là n'a pas d'intérêt à faire rouler ni Ricciardo ni Tsunoda. Parce que pour moi, Tsunoda, ça fait quand même sa quatrième. L'année prochaine, ça serait sa quatrième saison en Formule 1. Bon, pour le moment, Tsunoda, c'est quand même pas incroyable par rapport à ce qu'il montrait en F2 et en F3. Et du côté de Ricciardo, pour moi, Ricciardo, s'il doit revenir en F1, c'est chez Red Bull, c'est pas chez AlphaTauri. Bon. La question de savoir qui est sur la sellette. Alors, il semblerait que Tsunoda soit prolongé chez AlphaTauri. Peut-être que chez Red Bull, on a un peu peur de l'effet Nyck de Vries et qu'on veut vraiment pas s'enflammer. Malgré tout, du côté d'AlphaTauri, il faudra faire attention aussi du côté de Red Bull de ne pas se le faire piquer. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées par Liam Lawson. Et on sait que chez Williams, en ce moment, ça discute. On aimerait remplacer Lawson. On parle de Drugovich. Drugovich a un budget, il est champion de F2, mais Liam Lawson, ça pourrait être intéressant, même si ils ont déjà Albon, qui était de la filière Red Bull. Donc on va voir, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour Williams d'avoir Liam Lawson. Ou d'avoir un Tsunoda ou d'avoir un autre pilote, peut-être aussi dans cette équipe Williams. On verra dans le futur. McLaren, encore un bon Grand Prix pour McLaren. Là, c'est une équipe qui a bien bossé, c'est McLaren cette année. C'est quand même l'équipe qui a fait la plus grosse évolution entre la voiture du début de saison et la voiture de fin d'année, qui a modifié énormément de choses sur sa voiture, mais ça a marché. Moi, je me rappelle en début de saison, quand tout le monde était inquiet pour McLaren, moi j'avais dit, faites attention, McLaren, déjà l'année d'avant, à Bahreïn, ça s'était pas bien passé. Alors c'est vrai que cette période de match maigre, c'est un peu allongé dans le temps, mais ils ont su réagir en disant, bon, notre première voiture elle est ratée, on fait une spécification B. Spécification B qui a marché tout de suite. Donc ça a été formidable pour eux. Là, ils ont compris que leur spécification B marcherait pas sur les circuits techniques, que voilà, il fallait qu'ils fassent des remodifications sur leur voiture. Spécification C, ça me rappelle un peu les années 90 où il y a pas mal d'équipes qui faisaient ça. Il y a pas mal d'équipes en fait qui partaient avec une voiture pour les essais hivernaux, qui utilisaient, notamment Ferrari l'a fait, qui décidaient en début de saison d'utiliser la voiture de l'an dernier sur une ou deux courses, notamment en Australie, qui ensuite repartait sur une spécification A. Dès la Catalogne McLaren, on partait parfois, avant même la mi-saison, une spécification B. Et parfois, on avait une spécification C sur les 3-4 dernières courses de la saison. McLaren l'avait fait une année. Et là, on voit, c'est ce qu'a fait McLaren. Mercedes l'avait fait. Et là, c'est ce qu'a fait McLaren cette année de nouveau, c'est-à-dire d'avoir plusieurs voitures différentes et de travailler tout au long de la saison. Alors, il va falloir voir quand même du côté de McLaren. C'est si ce travail-là tout au cours de la saison va pas être un problème pour l'année prochaine, surtout que Alpine, s'ils sont 6e, va avoir du temps de soufflerie en plus. Voilà, ils vont avoir des petits avantages comme ça que n'aura pas McLaren. Alors, c'est pas non plus du simple au double au niveau du temps de soufflerie, mais c'est petit plus en soufflerie peut être vraiment avantageux. Et puis si McLaren travaille tout au long de la saison, ça veut dire qu'on ne met peut-être pas suffisamment d'énergie sur la voiture de l'année prochaine. On verra ça plus tard. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Perez. Faut qu'il fasse gaffe, parce que bon, lui, il se pavane un petit peu dans les paddocks en disant j'ai un contrat pour l'année prochaine. Quand on connaît les contrats Red Bull, on sait que vous avez un contrat avec la firme Red Bull, pas avec l'écurie. Donc vous pouvez être redescendu, vous êtes rétrogradé chez AlphaTauri. C'est déjà arrivé par le passé, demander à Daniel Kiat, qui s'était retrouvé dans cette situation-là, à Pierre Gasly. Voilà, vous avez un contrat avec la firme Red Bull, pas avec une équipe en particulier. C'est la différence avec d'autres structures. Du côté de Perez, alors déjà, malgré le fait que Verstappen était un peu en difficulté, Perez, lui, c'était encore pire. C'est-à-dire qu'il y avait encore un écart de performance entre les deux, qui est important depuis le début de saison. Il y a certains pilotes, quand il y avait un écart à ce niveau-là, ils se faisaient virer à mi-saison.
Pérez, pour l'instant, il s'en sort bien, il n'est pas viré, mais bon, c'est vrai que depuis, on va dire, la 5e, 6e course de l'année, c'est compliqué du côté de Pérez. Et puis là, on sent qu'il est dans une situation où il est frustré. On sent que c'est un pilote qui est frustré en ce moment, qui n'a pas le matériel qu'il veut, il sent que l'équipe tourne autour de Verstappen et qu'il n'a pas le soutien de cette équipe. Et ce qui fait que Pérez, quand il est frustré, quand il réfléchit pas, et bien parce qu'il fait, il devient hyper agressif dans son pilotage. C'était comme ça chez Force India, voilà, avec Ocon, on s'en souvient notamment à Spa. Et ben là, il nous a fait la même avec Tsunoda, puis il nous a fait la même en fin de course. Et là, je me dis encore une fois, problème de la FIA, mais qu'on a vu pendant tout le week-end, un Pérez se prend 5 secondes de pénalité, ce qui n'est rien, absolument rien, alors que pour moi, il a été beaucoup trop agressif dans son pilotage et qu'il aurait fallu sanctionner beaucoup plus. Et surtout, là encore, on ne comprend pas pourquoi Verstappen ne s'est pas pris de pénalité sur la place, sur la grille de départ du côté de Red Bull. Alors c'est parce que AlphaTauri n'a pas défendu ses intérêts. Ça, c'est un problème quand il y a deux équipes qui ont le même dirigeant, on va dire, du côté de Red Bull et d'AlphaTauri. Mais le problème, c'est que la FIA elle peut aussi décider de mettre des sanctions à un moment. Elle n'est pas obligée d'attendre que AlphaTauri se plaigne pour mettre des sanctions. Là, il y a un moment, on a bien vu qu'il y avait un problème. Donc il fallait réagir du côté de la FIA. Mais là encore, la cohérence des décisions du côté de la FIA, c'est quelque chose qu'on attend depuis des années. Et je pense qu'on n'aura jamais. Ce qui, je trouve, est bien triste parce que là, par exemple, Pérez méritait beaucoup plus pour moi que ce qu'il a eu en termes de sanctions. Stroll, il n'a même pas fait le Grand Prix. Ça devient très compliqué, Stroll, quand même. Alors, Aston Martin a eu un week-end difficile parce que Alonso, il n'y a rien qui fonctionnait. Je pense que la voiture n'était pas efficace. Alors, ce qui semble surprenant parce que elle était plutôt efficace sur les circuits en ville, enfin sur les circuits techniques. Donc là, je me disais Singapour, oui, ça va peut-être le faire, tu vois, pour Aston, parce que Monza, je m'attendais à ce qu'ils soient en difficulté en me disant, t'as la longue ligne droite, ils ont pas mal de soucis avec leur vitesse de pointe. Là, je me disais, bon, là, sur cette piste, ça peut vraiment bien marcher, sauf qu'ils n'ont jamais trouvé la solution, et qu'en plus, Stroll, oui, il s'en met une énorme, là. Il se met une énorme caisse, alors que la qualif était plus jouable à ce moment-là. Et Stroll, depuis le début de saison, pas mal de casse quand même. La casse, c'est de l'argent en moins au niveau du budget capé. De l'argent en moins, c'est du travail qu'on ne peut pas faire sur la voiture de l'année prochaine ou sur la voiture de cette année. C'est aussi des données qu'on ne récupère pas du côté de Lance Stroll. C'est fou parce qu'il a été bon quand il a été blessé, Stroll. Ses meilleures courses de l'année, pour le moment, c'est quand il était à moitié pété de partout. Depuis qu'il a retrouvé sa condition physique, il n'est pas dedans. On a l'impression Alors la F1 l'a jamais énormément passionné, Lance Stroll. Mais là, cette année, on a vraiment l'impression qu'il a envie d'être ailleurs sur les Grands Prix. Quand tu l'entends en interview, il n'a jamais été très charismatique, Lance Stroll. Mais bon, là, c'est dur, Puis bon, ces rumeurs comme quoi il voudrait se lancer dans le tennis. Là, il y a une nouvelle rumeur qui a été lancée, c'est qu'Aston Martin voudrait relancer le projet Vulcan. Vous savez, l'Aston Martin Vulcan, qui est un modèle de série hyper puissant, qui je crois n'est utilisable que sur circuit, au départ avait été créé pour faire une hypercar. Le projet était très avancé, même, il devait rentrer en hypercar dès la première année, sauf que, au final, le projet Vulcan a été enterré par Aston Martin quand il y a eu les rachats, notamment par Papa Stroll, et que le projet s'est arrêté subitement. Et il semblerait que du côté d'Aston Martin, on veuille relancer le projet Endurance. Et Stroll serait en partance pour ce projet-là, Endurance. On ne sait pas si ça serait cette année ou l'année prochaine qu'il ferait sa dernière saison, mais il semblerait que ça soit dans les rumeurs du côté d'Aston Martin. Ce qui ferait du bien peut-être à Stroll, mais alors je plains ses équipiers, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un mec qui soit très sensible au fait de partager ses données et au fait de d'essayer de faire une voiture homogène pour qu'elle convienne aux trois pilotes. Surtout vu que c'est le fils du patron. Et puis je termine avec Tsunoda, donc encore une fois, voilà. Bon, là, c'est pas de sa faute, encore une fois, Tsunoda.
Mais le rythme en qualif n'était pas sensationnel, Liam Lawson est vraiment pas loin. Et c'est vrai que sa réputation en pâtit un petit peu parce que quand on regarde sa réputation de début de saison, vous avez beaucoup de pilotes qui disaient c'est le troisième mec du peloton, c'est le troisième ou quatrième pilote en ce moment du peloton. Moi je trouvais plus qu'Albon faisait du bon boulot que Tsunoda, mais moi j'ai toujours eu du mal avec le comportement de Tsunoda avec ses ingénieurs. Mais là, bon, là ça fait depuis 4-5 courses où c'est beaucoup moins le cas parce qu'on voyait que Ricciardo était pas très loin. Clausen n'est pas très loin non plus de Tsunoda. Je pense que c'est surtout Nick De Vries qui était en grande difficulté. C'est ce qui faisait qu'on avait l'impression que Tsunoda le dominait, mais c'était plus Nick De Vries qui ne s'en sortait pas dans une Formule 1 et qui n'était pas vraiment aidé par son équipe. Et là maintenant, on voit que Tsunoda il est en grande difficulté quand même. 2 courses où il ne peut pas finir le premier tour. C'est des datas qu'on ne récupère pas. Et puis il est un petit peu sur la sellette, même si Tsunoda il est important pour AlphaTauri Red Bull parce que le moteur Honda, mais on sait très bien que Tsunoda, quand Honda ne sera plus là chez Red Bull, est-ce qu'il ira chez Aston Martin ou est-ce que il sera obligé d'avoir un autre job, d'aller vers d'autres horizons? Parce qu'aujourd'hui, ce qui le sauve Tsunoda, c'est le soutien de Honda. S'il n'y avait pas le soutien de Honda derrière, il s'en sortirait absolument pas, parce que je rappelle que Tsunoda, certes il a couru avec l'académie Red Bull, mais ça faisait partie du programme Honda Dream, je sais plus quoi. Donc au départ il a été repéré par Honda, Tsunoda, au Japon. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce Grand Prix. On regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements. On commence par le classement constructeur avec Max Verstappen en tête avec 374 points. Autant vous dire que ça semble maintenant impossible d'aller le chercher, mais c'est le cas depuis, quelques courses désormais, malgré cette contre-performance du côté de Singapour. Surtout que ça n'a pas profité à Sergio Pérez, qui a pris seulement la 8e place avec 223 points. Lewis Hamilton, lui, a 180 points et continue sa belle deuxième partie de saison pour le moment. Il se rapproche même de Sergio Pérez. L'écart avec Lewis Hamilton, lui, passe à 10 points désormais pour Hamilton face à Alonso. On retrouve ensuite Carlos Sainz qui enchaîne les bons résultats et qui se retrouve 5e et qui devance maintenant assez nettement Charles Leclerc qui a 123 points. George Russell est 7e, 8e pour Lando Norris, Lance Stroll 9. Pierre Gasly 10e qui profite des nombreux soucis techniques d'Esteban Ocon qui est 12e. Oscar Piastri est 11. Il y a un beau match entre ces trois pilotes. Albon est 13 avec 21 points en ce moment, et puis on retrouve ensuite Hülkenberg, Bottas, Zhou qui n'a pas marqué de points depuis quelques temps, le chinois, mais qui a été renouvelé. Du côté du classement constructeur, Red Bull est en tête avec quasiment 600 points désormais. On retrouve ensuite Mercedes qui est toujours menacé par Ferrari. Derrière, Aston Martin, qui semble maintenant distancé. McLaren, 5e. Alpine, 6. Bon, l'écart a augmenté entre ces deux équipes. Williams, 7. As, 8, qui prend un petit point. C'était pas arrivé depuis quelques Grands Prix. Alpha, 9. Et AlphaTauri, 10e, qui a marqué également 2 petits points grâce à Liam Lawson, qui fait partie maintenant des pilotes qui ont marqué des points en Formule 1. Eh bien nous, on se retrouve pour le prochain débrief, ça sera après le Grand Prix du Japon qui aura lieu ce week-end. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous, on se retrouve le 25-26 septembre pour faire le débrief de ce Grand Prix de Suzuka. Et puis ensuite, on enchaînera avec Losail, le Texas, le Mexique, Sao Paulo, Las Vegas et Yas Marina. Je rappelle que cette saison qui se termine quasiment en décembre cette année. Donc on a encore pas mal de choses à dire sur cette dernière partie de saison et avec encore des enchaînements de Grands Prix. Je pense notamment à l'enchaînement Circuit des Amériques Mexico ou Las Vegas et Yas Marina. Tout ça à chaque fois avec des doubles headers comme on dit du côté des Américains. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!